Peut-on véritablement postuler la supériorité de la conscience humaine sur la conscience animale? Qui plus est, nous est-il possible d'avoir accès au vécu de ces derniers? Et enfin, comment bien mener le combat contre la consommation excessive et irrationnelle de notre monde? Ces questions, on les retrouve toutes dans le manga Darwin Incident, publié aux éditions Kana. Salut, moi c'est Gatsu, je suis prof de philo et doctorant en philosophie, et aujourd'hui on va s'intéresser au manga Darwin Incident, publié aux éditions Kana, qui traite des questions telles que la conscience animale, mais aussi le véganisme et tant d'autres. Vidéo d'autant plus d'actualité parce que ce manga a reçu un prix récemment, ce qui montre davantage que ce qu'il traite est vraiment important et même très intéressant à analyser. Mais avant tout, de quoi parle Darwin Incident? Darwin Incident raconte l'histoire de Charlie, un hybride humain et chimpanzé libéré par des activistes extrémistes armés, Lala, lors de l'attaque d'un institut de recherche biologique. Ils y trouveront une femelle chimpanzé sur le point de mettre bas. Son enfant n'est autre que Charlie. Le récit prend suite 15 ans plus tard, lorsque Charlie, qui est adopté par un couple humain, fait sa rentrée des classes au lycée, où il fera la connaissance de Lucy, une fille vive d'esprit, avec un certain esprit critique et soucieuse de son rapport au monde. Mais Lala, c'est-à-dire l'Alliance de libération des animaux, le groupe dont on avait parlé plus tôt, l'organisation ayant libéré Charlie dans le passé, devenue plus extrémiste que jamais, vont tenter de rallier Charlie à leur cause. Darwin Incident se penche donc sur la question de l'animal et du rapport que l'homme a avec la nature. C'est un manga qui propose une réflexion sur le vivant, sur la notion de conscience, mais aussi sur le rapport de l'homme au monde. Idéal donc à mobiliser pendant le bac philo, mais aussi pour mieux comprendre vos cours de philo sur ces notions. Car n'oublions pas que la philosophie est un exercice d'interrogation permanente, et je pense véritablement que des mangas peuvent permettre de mieux comprendre la philosophie et inversement. Mais c'est aussi un manga qui traite de véganisme et de quand est-ce que l'on bascule dans un extrémisme idéologique, mais aussi la différence de l'homme en tant que vivant inscrit dans la nature par rapport à l'animal. Et justement, le personnage de Charlie va servir de catalyseur à toutes ces questions, car en tant qu'hybride mi-homme, mi-animal, il a un rapport au monde qui est double. Un que nous comprenons parfaitement et auquel on a habituellement accès, à savoir à la conscience humaine du monde, c'est-à-dire notre façon d'appréhender les différents éléments du monde, c'est-à-dire les objets de notre perception et de notre réflexion. N'oublions pas que nous avons accès au monde comme objet de notre conscience en tant que sujet humain. Notre expérience du monde se caractérise donc par notre subjectivité qui nous est essentielle. C'est même pour cela que l'on parle qu'en termes d'expérience. De ce fait, nous ne pouvons véritablement connaître le monde qu'en tant que tel, en tant que sujet humain. Nous voyons le monde, nous interagissons avec des objets grâce à nos caractéristiques humaines qui sont alimentées par des faits biologiques mais aussi sociaux et culturels. Mais l'autre rapport au monde que nous permet de comprendre Charlie et qui nous est difficile voire impossible d'accès, c'est le rapport au monde via une conscience animale. N'oublions pas que Charlie est un hybride. Le manga ne se prive pas d'ailleurs de faire une référence à Thomas Nagel dans son essai What It Is Like to Be a Bat, traduit par Qu'est-ce que cela fait d'être une chauve-souris, où justement il nous montre par une expérience de pensée que nous ne pourrons jamais avoir accès au vécu propre d'une chauve-souris. Nous avons beau faire tous les efforts intellectuels du monde, nous ne pourrons jamais avoir accès au vécu spécifique d'une chauve-souris parce que tout simplement, nous ne sommes pas une. L'être humain pense y arriver en analysant la chauve-souris, son rapport au monde, comment elle interagit avec les objets qui l'entourent. Mais déjà, cela demeure une analyse avec un regard humain, et d'autre part, nous avons jamais l'expérience propre d'être une chauve-souris. Rappelons que la seule façon d'accéder au vécu d'un animal, c'est d'en être un. Et dans le manga, il y a un moment qui illustre très bien cette dualité dans les premières pages. C'est le moment où Charlie, en montant sur un arbre, découvre un papillon pris dans la toile d'une araignée et qui est sur le point de se faire dévorer. Ce dernier sauve le papillon, qui ne manque pas de nous faire comprendre que Charlie est doté d'humanité. Car une des caractéristiques fondamentales de l'homme, c'est d'être doté de pitié. Et celui qui montre ça, c'est Jean-Jacques Rousseau dans son discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes. Ou dans un état de nature qu'il postule, rappelons que l'état de nature est une fiction théorique et qu'il remonte aux origines de l'homme, il lui trouve deux caractéristiques principales qui lui permettent sa survie, à savoir l'amour propre, mais aussi la pitié. La pitié étant l'élément qui amène l'homme à aller vers son congénère pour pouvoir justement le rencontrer. D'ailleurs, et vous le comprendrez très bien, mais dans les vidéos où on voit des animaux faire preuve de pitié entre eux, ou même vers une autre espèce, ou encore vers les humains, on dit toujours qu'ils sont dotés d'une forme d'humanité. C'est bien pour montrer que la pitié est une caractéristique que nous considérons fondamentalement humaine. Et donc lorsque Charlie sauve cette proie de l'araignée, on se dit il a fait preuve d'humanité à ce moment-là. Mais dans ce bref passage où Charlie intervient dans cette action que fait l'araignée, nous avons aussi une illustration de sa conscience animale. Car lorsqu'il réalise cet acte, il ne le définit pas comme étant un acte de pitié, mais plutôt comme ayant interféré dans un processus naturel, à savoir déranger une araignée dans son temps de repas. Charlie est donc conscient des différents mécanismes naturels qui existent autour de lui
et ne voit pas le monde selon un seul prisme de pensée. Au contraire, il en a plusieurs. Vous voyez à quel point la fiction est hyper intéressante pour pouvoir mieux comprendre la réalité, contrairement à l'homme qui a des caractéristiques dans sa perception anthropocentrée et qui va donc placer dans la réalité des concepts propres à lui, tels que la cruauté, la violence, la pitié ou autre, quand il va analyser le monde autour de lui. Et c'est totalement normal, il comprend le monde à travers ce qu'il a, à travers son intériorité et son héritage culturel et social. Et ben Charlie nous prouve avec sa conscience animale qu'il peut voir le monde tout en étant détaché de tous ces concepts humains, trop humains. Bref, interagir avec le monde en tant qu'animal. Et là me vient une interrogation parce que c'est un serpent qui se mord la queue, mais Darwin Incident, lorsque justement ça nous donne le point de vue d'un animal et le vécu d'un animal, alors que ça nous montre en même temps, en citant Thomas Nagel, que c'est impossible de le faire, l'auteur ou l'autrice, je sais plus, bah... tombe dans sa propre aporie, mais c'est tellement bien écrit et bien fait, on se laisse aller et surtout ça nous prouve encore plus que la vie animale a une valeur. Retournons à l'exemple que nous donnons, Charlie ne dit pas « il y avait un papillon en danger », il dit « il y avait un papillon et j'ai dérangé l'araignée ». Tout simplement. Autre exemple que l'on pourrait mobiliser pour mieux comprendre cela, les documentaires animaliers. Lorsque l'on voit un documentaire animalier sur des loups qui chassent une proie, eh bien on est content lorsqu'ils peuvent manger alors qu'ils ont connu la famine pendant plusieurs jours. Mais lorsqu'on voit un documentaire animalier sur un lapin et que ce lapin se fait malheureusement manger par un loup parce qu'il n'a pas couru assez vite, on éprouve de la pitié. Sauf que dans les deux cas, c'est la même situation. L'être humain, par sa perception, sa façon de voir les choses, va venir dénaturer les choses. Bref, tout cela nous amène à poser une plus grande question. Est-ce que la conscience humaine vaut plus que la conscience animale dans Darwin's Incident et plus largement dans l'histoire de la philosophie? Eh bien, c'est une des interrogations sous-jacentes de l'œuvre. Mais avant de poser cette grande question, peut-être qu'il faut déjà prouver que l'animal est doté de conscience, chose que l'on a souvent acquise par notre éducation, mais qu'il faut toujours prouver, histoire d'être sûr et certain de cela. Et aussi, en quoi cette conscience est différente de celle de l'homme. C'est après avoir répondu à ces questions qu'on pourra interroger justement la valeur de ces consciences l'une par rapport à l'autre. Dans un premier temps, il est indéniable que l'animal est doté d'une forme de conscience, à savoir une connaissance intuitive et sensible, plus ou moins claire, de lui-même, de ses états et de tout ce qui l'entoure. Le chat a conscience de la pâtée qui lui est présentée, d'être souffrant quand c'est le cas, ou du point laser par exemple qu'il va chasser, comme l'araignée est consciente du piège qui vient de tomber dans sa toile. Mais alors, qu'est-ce qui distingue à ce moment-là la conscience animale de la conscience humaine? Eh bien, si l'on se réfère au texte du philosophe et biologiste Jacob von Uexküll, dans Mondes animaux et Monde humain, l'animal a ce que l'on nomme une conscience sélective du monde. L'animal va donc sélectionner ce qui fait sens pour lui et autour de lui, et ce qui va lui permettre de survivre. Le chat a un vécu de chat et ne perçoit que ce qui va l'intéresser en tant que chat. Et la somme de toutes ces choses qui intéressent l'animal, ça va créer ce que l'on appelle son monde, ou plus précisément son milieu, ce que Uexküll appelle son Umwelt. Encore une fois, le milieu du chat, c'est le thon qu'on décapsule, c'est l'oiseau qui passe devant la fenêtre, c'est le point laser, c'est la source de chaleur, bref tout ça, ça va créer son milieu. Les propriétaires d'un chat, vous voyez très bien de quoi je parle. Même chose pour le chien d'ailleurs. En agitant le bâton, on fait intervenir un élément dans le monde du chien. Et par opposition, il y a des éléments qui vont absolument pas l'intéresser. Vous avez beau montrer ce TikTok que vous trouvez très drôle à votre chat, il en a rien à faire, il va même continuer sa sieste. Uexküll prend l'exemple de la tique aussi, mais ça j'ai développé dans une autre vidéo sur ma chaîne. Les animaux ont donc une conscience que l'on pourrait qualifier de sélective. Ils ne prennent en considération que ce qui a un sens pour leur survie. Or, et nous répondons assez à la question, l'erreur est de considérer que la conscience humaine est supérieure à la conscience animale, parce que la conscience humaine est tout aussi sélective. Cependant, l'humain a quelque chose en plus. Parce que oui, l'humain n'a pas conscience de la totalité du réel, ne serait-ce que par ses facultés biologiques, mais aussi par rapport au fait que c'est un individu placé quelque part dans le monde, enfin, vous avez compris. De ce fait, l'homme est aussi condamné à avoir un monde à lui, un milieu. Cependant, au cours de sa vie, les milieux vont évoluer, il va prendre conscience d'autres milieux, il va commencer à analyser les choses. L'être humain est celui qui voyage entre des milieux, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. Et c'est dans cet interstice qu'il va pouvoir voir quelque chose qui dépasse les milieux, le monde. Mais il va seulement sentir qu'il existe un monde objectif qu'il doit connaître. Cependant, par le fait que c'est un sujet humain, il est condamné à une représentation subjective du monde par son vécu et par ses faits biologiques. Par exemple, un daltonien sait très bien qu'il existe d'autres couleurs dans le monde, mais il ne pourra pas voir ces autres couleurs, à part si MrBeast vient lui offrir des lunettes spéciales, justement, parce que c'est un être humain doté de ses faits biologiques. Ou prenons même l'exemple de l'arbre. L'arbre, pour un enfant où il va se cacher, n'a pas le même sens que l'arbre où il va mettre une balançoire, et n'a pas le même sens que l'arbre où il va construire sa cabane. Et si cet enfant devient bûcheron plus tard, vous avez compris.
compris. Et par moments, on pourrait même considérer que les mondes animaux ont plus de valeur que les mondes humains, parce que l'animal, tant qu'il a un seul milieu, il gagne un sentiment de sécurité, alors que l'homme ne sait jamais ce qu'est véritablement le monde et va passer sa vie à le chercher. Donc là où l'animal n'a qu'un seul monde, il gagne une sécurité, et là où l'homme a plusieurs mondes, il gagne une perception de quelque chose qui dépasse les milieux, à savoir le monde. Ainsi est née l'opposition entre Umwelt et Welt chez Huxkull, mais aussi chez Heidegger. Mais Darwin's Incident est aussi un manga qui traite, et ça c'est sa notion principale, de véganisme. Le véganisme étant considéré comme un rapport harmonieux et surtout réfléchi vis-à-vis des éléments du monde. Darwin's Incident met en garde contre les dérives du véganisme, notamment avec le groupe Lala. Car même si c'est le cas, rien ne justifie le fait d'imposer son mode de vie, son mode de réflexion à autrui, imposer une forme d'idéologie. Ce que ce manga rappelle, c'est que les hommes doivent être éduqués au véganisme. En effet, on est doté de raison et ne pas se voir imposer ce mode de vie par une forme d'urgence de la situation. Et cette éducation passe aussi par un élément qu'on a évoqué plus tôt, l'empathie que l'on va avoir par rapport aux autres éléments de la nature. C'est la réponse que donne Charlie lorsqu'on lui demande pourquoi est-ce qu'il est vegan. Il expliquera que, on ne tombe pas dans le cannibalisme parce qu'on sait que les autres êtres humains vont souffrir de cet acte. Et bien les animaux sont aussi dotés d'un système nerveux. De ce fait, ils sont capables de ressentir la douleur. De ce fait, ils ne voient pas pourquoi ils feraient subir cela, par quel droit, à ses congénères, et ce serait donc pour lui une forme de cannibalisme. Bref, vous avez compris. La barrière du langage ne suffit plus aujourd'hui pour justifier ces actes. Nous sommes pleinement conscients en tant qu'humains que les animaux souffrent. Charlie évoque donc un discours rationnel et réfléchi vis-à-vis du véganisme, montrant d'une part que la consommation du monde est une nécessité, il ne réfute pas cette réalité, mais que l'être humain, comme étant doté d'une raison et d'une capacité de réflexion, eh bien, il est capable de consommer le monde autrement, de façon plus responsable. Et c'est pour ça donc que Darwin's Incident est une vraie ode contre l'extrémisme vegan. L'extrémisme serait de prôner le véganisme comme étant un mode de vie parfait. Et les parents du coup de Charlie le disent lorsqu'ils invitent du coup l'ami de Charlie en lui disant c'est notre mode de vie, on l'a choisi, c'est vis-à-vis de nous-mêmes, voilà quoi. C'est un mode de vie qui fait donc suite à une longue réflexion qui ne doit pas être imposée aux autres. On doit juste les amener à se questionner comme le fait la philosophie. Qui plus est, vouloir vivre en harmonie avec la nature, ce n'est pas vouloir vivre dans un rapport illusoire avec elle. Car la nature par divers aspects est violente. En effet, des animaux se mangent entre eux par moments. C'est le concept même de carnivore. Vivre en harmonie avec la nature, c'est aussi prendre conscience de cela et l'accepter. Et les termes tels que cruauté ou pitié sont des termes et des concepts propres à l'être humain que l'on va venir placer dans la nature. Un loup qui mange un lapin ou un saumon, finalement, il n'y a rien de plus naturel. Et c'est même l'argument que donnent les anti-véganes. Par exemple, oui, dans la nature, il y a des carnivores, pourquoi nous, on pourrait pas se permettre? Les véganes rétorqueront parce que nous, on est dotés de réflexion et donc on doit réfléchir à notre rapport au monde. Mais en aucun cas, il n'y a imposition d'un point de vue sur l'autre. C'est une invitation à la réflexion. Si vous pouvez pas le faire, c'est pas grave. La raison, en fait, forme un devoir naturel chez l'homme, et ça c'est une thèse hyper intéressante, qui va l'amener à consommer le monde de façon différente par rapport aux autres animaux. À nous donc d'en prendre conscience. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur Darwin's Incident vous a extrêmement plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce manga en commentaire. C'était Gatsu Sensei, vous êtes la génération terrible, et n'oubliez pas, vous avez 4 heures.